Bonjour à tous et bon réveil dominical avec l'invité. Ce jour, l'invité est Maître Abraham Zizidokwe. Il est juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour chers amis et chers internautes. Avec notre invité, chers amis internautes, nous verrons si la candidature du président Patrice Talon à la présidentielle de 2021, si cette candidature viole le serment prêté le 6 avril 2016. Nous ferons un feedback sur le discours d'investiture prononcé par le président Patrice Talon le 6 avril 2016. Nous parlerons au cours de cette émission de l'animation de la vie politique nationale, notamment une radioscopie de l'opposition en évoquant leur stratégie mise en place pour la présidentielle de 2021. Nous parlerons parrainage et vice-présidence. D'entrée de jeu, dites-nous, Maître Abraham Zizidokwe, est-ce que, selon vous, en tant que juriste de formation, dépourvu de tout commentaire partisan, est-ce que la candidature du président Patrice Talon à l'élection présidentielle prochaine, est-ce que cette candidature viole le serment prêté le 6 avril 2016? Merci encore une fois. Merci pour votre télévision parce que vous concourez à la formation des Béninois. Car il y a des notions, des mélanges du genre que malheureusement le Béninois lambda ne comprend pas. Or, vous savez, si le discernement n'est pas acquis pour les questions politiques, on risque de bonne foi de se tromper. Alors, votre rôle, notre rôle, c'est d'essayer d'apporter notre modeste contribution à l'éducation de nos populations, de nos citoyens. Parce que quand vous dites, vous demandez, vous voulez savoir si la candidature du président Talon viole ou non le serment, je dis qu'il y a déjà plusieurs notions que vous mettez côte à côte. Lesquelles? Il y a le mandat et il y a le serment. C'est vrai, le président, quand il était candidat, avait fait une promesse de mandat unique. Promesse qu'il a confirmée lors et dans le discours de son investiture. Donc ça n'a pas été qui est différent du serment. Les gens font la jonction de mandat et serment. Donc, je reviens. C'est vrai, c'est exact. Il a fait promesse de mandat unique. C'est vrai que cette promesse a été confirmée le jour et dans son discours d'investiture. C'est vrai qu'il a acté ce mandat unique. Mais c'est également vrai et exact que cette volonté du président, à travers le projet de révision de constitution, a été rejetée par le peuple souverain, même dans sa minorité de blocage. Le peuple a rejeté. Alors, il y a lieu de savoir ici si la parole est-ce que parmi du les président, soutiens du chef de l'État, Patrice Talon d'alors, avait refuté le mandat unique? Est-ce qu'il y en avait parmi ces soutiens qui avaient refusé? Non, vous savez, à un moment donné, l'Assemblée est ce qu'elle est, les recompositions se font ou pas. Bref, la volonté du peuple s'est exprimée. Nous sommes dans une démocratie représentative. Quand bien même c'est la minorité qui a rejeté, c'est le peuple tout entier qui a rejeté. C'est ça la légalité. C'est ça le respect de la loi. Est-ce que la parole du président Talon est au-dessus de la parole du peuple? Non. Vous et moi, nous ne sommes que des individus. Nos paroles ne peuvent pas être au-delà, en haut de la parole du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Vous prenez la Constitution, article 3, c'est le peuple qui a la souveraineté. Aucun corps, aucun groupe, donc aucun individu. Donc la parole, cette promesse du président Talon ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Le peuple souverain a rejeté
sa promesse, son projet de mandat unique. À partir de cet instant, terminé de questions de mandat. Maintenant, oui. Ce que les gens confondent, c'est que le même jour, le discours d'investiture, avant ça, il a prêté serment. Un serment, c'est un engagement officiel fait. Alors, c'est l'article, si vous permettez, pour que les gens comprennent qu'on n'invente rien. C'est l'article 53 de notre Constitution. La Constitution du 11 décembre 90, révisée. Que ce soit dans sa formule originelle ou dans sa formule révisée, que dit l'article 53? Avant son entrée en fonction, et je cite, le président de la République prête le serment suivant. Devant Dieu, les mânes des ancêtres, la nation et devant le peuple béninois, seul détenteur de la souveraineté. C'est ça le serment. Nous, président de la République, élus conformément aux lois de la République, jurons solennellement, premier tiré, de respecter et de défendre la Constitution que le peuple béninois s'est librement donnée. Second tiré, de remplir, etc. Ça, de ne nous laisser guider que par, tiré, de préserver l'intégrité du territoire national, de nous conduire partout en fidèle et loyal serviteur, en cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Et ce serment est reçu par le président de la Cour constitutionnelle devant l'Assemblée nationale, la Cour suprême et la Cour des comptes. Voilà le serment qu'a prêté le président Talon de CIS. N'a pas prêté un autre serment de faire mandat unique. C'est faux. Et c'est à dessein que les gens disent qu'il a violé son serment. Ça, c'est le serment qu'il a fait. Après, il y a un discours d'investiture. Et dans ce discours d'investiture, paroles d'hommes politiques, anciens candidats, qui renouvellent maintenant les idées fausses qu'il va faire. Nous avons suivi tout récemment l'investiture du président Biden. Il a fait un discours d'investiture. Il a dit, mais vous l'auriez vu, qu'il avait la main comme ça et l'autre sur, je ne sais pas si les catholiques, selon les cas, c'est la Bible, le Coran. Ici, chez nous, ça a été la Constitution. C'est sur la Constitution qu'on prête serment. Et voilà les termes du serment que je viens de... Est-ce que vous avez vu la mandat unique dans le serment que je... Quelle est la symbolique du discours d'investiture? Mais le discours d'investiture, comme je vous dis, vous venez d'entrer dans votre fonction, dans votre rôle de président. Qu'est-ce que vous dites à votre peuple? C'est ça. Les promesses de campagne. Il a promis le mandat unique. Il a réitéré le mandat unique. Et je vous ai dit par la suite, il a acté ce mandat unique. Et le peuple a dit, niet. Il va faire quoi? Non, il faut que les gens soient sérieux. Et ne mettez plus ensemble, il a violé son serment. Il n'a violé aucun serment. Le serment là, je viens de vous le lire. Nulle part, vous n'avez mandat unique. Au contraire, la Constitution dit bel et bien que le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois, version originelle, renouvelable une seule fois, de sa vie, version amendée. Où est-ce que vous avez mandat unique là? Or, c'est ça que les gens brandissent aujourd'hui. Il a violé ce serment. Tout le monde crie ça, l'opposition agite ça. C'est deux choses distinctes. Le discours d'investiture, le serment. Le serment, je viens de vous le dire. Nulle part, vous ne verrez de mandat unique. Par contre, dans le discours d'investiture, il a réitéré sa promesse, qu'il a actée et il a subi la sanction du peuple souverain qui dit « Nous n'en voulons pas, laisse-nous ». Et donc, à vous entendre, le président Patrice Talon, il se conforme à la volonté du peuple. Tout à fait. Il n'est pas au-dessus du peuple, je viens de vous dire. Sa parole n'est pas au-dessus de celle du peuple, je viens de vous le dire. Mais les gens, parce qu'ils n'ont pas d'argument,
on s'accroche à ça pour dire qu'il a violé son serment. Il n'a violé aucun serment. Au contraire, il a conforté son serment. Il est le seul dans la sous-région en Afrique à parler de mandat unique. C'est une idée. Et nous sommes en politique. Et vous verrez tôt ou tard, on refera ce débat-là de mandat unique. Vous voyez dans nos pays africains ce qui se passe. On a un deuxième... Avant qu'on évolue un peu dans cette émission, oui. Est-ce que selon vous, Maître Abraham Isidore, vous pensez qu'en un seul mandat, on peut véritablement faire progresser un pays? Mais vous savez, les idées politiques, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Celui qui n'a jamais exercé. Mais il a toutes les idées. Celui qui est candidat pour la première fois, il a toutes les idées qu'il veut. À la tâche, il verra si c'est faisable ou pas. Mais, je vous le dis, hein, ça, je ne livre pas ici un secret en tant que membre du présidium de l'Union progressiste. J'ai reçu un candidat qui veut le parrainage, qui a écrit à la direction de l'Union progressiste. Le président du parti m'a affecté le courrier. Je l'ai reçu, il doit se reconnaître, je n'ai pas à dire son nom ici. Il était accompagné d'une délégation de ses collaborateurs. Il nous a lu sa profession de foi que j'ai prise, que je rencontre à ma direction. Mais je lui ai posé une seule question. Et lui-même, dans son développement, parce qu'il est relativement jeune, il a dit, il faut actuellement une transition générationnelle. Que le président Talon a fait le job en 5 ans. Et qu'il laisse aux jeunes de continuer ce qu'il a fait. Alors, vous me demandez, c'est un job éternel. Vous n'aurez personne, un mandat, 2, 10 mandats, qui aura fini le job du développement. Mais chacun, ce candidat-là, il a reconnu que le président Talon a fait le job. Parce que tout est mis en œuvre. On a vu ce qu'on n'a jamais vu, on a vu avec ça. C'est ça qu'il veut dire. Et qu'il a fait, qu'il a rempli sa promesse et qu'il peut maintenant rester de côté et voir de plus jeunes que lui continuer ce qu'il a entamé. Donc, voilà un aveu. Vous me demandez si on peut... Personne ne peut, quel que soit le nombre de mandats. Nous avons des présidents qui sont combien 7e mandat, Mouveseni ou je ne sais pas, en Afrique. C'est là fini. Mais, quand vous voyez, quand vous voulez en 5 ans mettre votre pays sur orbite, vous pouvez le faire. Et c'est ça le job qu'il a fait. Il a mis le Bénin sur l'orbite du développement. Vous ne verrez personne, quel que soit le nombre de mandats. Il peut même être un monarque à vie. Après lui, il restera toujours à faire. Donc, est-ce que... Non, c'est une vision. Parce que ça a un motif, vouloir faire un mandat. C'est de ne pas avoir en tête le second mandat et de passer à côté du job. C'est ça la motivation du mandat unique. Parce que dès que vous ne faites plus ce que vous avez à faire. Vous cherchez à plaire aux gens pour que les gens vous renoncent. Les considérations populistes, c'est tout. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire, faire le mandat, faire le job en un mandat. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous êtes acteur politique également, vous avez lancé cela tout à l'heure. Quel est votre regard sur l'animation de la vie politique nationale en cette veille de l'élection présidentielle? Je trouve une revitalisation de la démocratie béninoise. Parce que un certain temps, les débats n'étaient plus contradictoires, on entendait très peu de gens, mais aujourd'hui, il y a une floraison d'activités politiques. Il y a d'abord la constitution de nouveaux partis politiques, conformément à la réforme, à la charte. Tous ceux qui disaient avant, non, c'est pas la démocratie, c'est cela, ils ont compris qu'il faut se conformer à la loi de la République. Vous pouvez ne pas être d'accord. La loi peut ne pas vous plaire. C'est un autre débat. Mais la loi, c'est la loi. Il faut la respecter. Si vous voulez
animer la vie politique. La Constitution, le Code électoral, les textes de la République disent il faut tant pour créer un parti. Mais vous créez le parti. Il faut telle formalité. Vous le faites. Si tant est vrai que vous voulez animer la vie politique, mais vous vous soumettez à la loi de la République. Nous ferons de vous dire que le peuple est souverain. Cette constitution-là, ce code, cette charte des partis, c'est issu de la volonté du peuple souverain. Vous, un groupe d'individus, il ne faut pas vous mettre, oh la loi dit non, moi je ne respecte pas, parce que ce n'est pas démocratique. Chacun, parce que ce n'est pas légitime, c'est une assemblée, ceci, cela. La légitimité, c'est une question de subjectivité. La seule chose pérenne, c'est la légalité. Que dit la loi? La loi dit c'est comme ça, vous conformez. Maintenant, la légitimité est plus ou moins grande, c'est 20%, c'est 40%, c'est 50%. Chacun a son... Vous avez vu en Centrafrique? Vous avez vu les élections en Centrafrique? En temps de guerre, moins de la moitié de la population a voté. C'est reconnu. Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le vote. Celui qui va voter, il accepte la volonté populaire. Puisque le peuple a dit la dévolution du pouvoir, ce n'est pas l'élection, pas le vote. Mais celui qui va à l'élection, pourquoi vous ne voulez pas qu'on reconnaisse son vote? C'est ça, celui qui ne veut pas, c'est autre chose. Celui qui crée la guerre, la division pour empêcher, c'est lui qui n'est pas démocrate. Celui qui n'est pas démocrate. Justement, lorsque vous parlez des démocrates, ils ont été membres d'une organisation politique, un front pour la restauration de la démocratie a été mis en place à l'Institut de fonds baptismaux la semaine dernière. Ce front est mis pour contrer la candidature du président Patrice Talon en tant qu'acteur politique, ayant connu quelques-uns de ceux qui composent ce regroupement politique. Quelle est votre appréciation de cette organisation la veille des échéances prochaines? Bon, d'abord, comme je viens de vous le dire, le parti Les Démocrates a fini par comprendre, avec un peu de retard, qu'il faut se mettre en règle vis-à-vis de la République. Je dis qu'ils renouent avec la République en faisant les formalités pour avoir leur récépissé, les démocrates. Ils renouent avec la République en voulant se mettre ensemble avec d'autres forces politiques reconnues, qui ont reconnu les thèses de la République, notamment DUD, notamment GSR, c'est des partis reconnus qui ont accepté d'entrer dans le débat démocratique. Je dis c'est une bonne chose. Seulement que c'est avec un peu de retard. Ils auraient pu le faire depuis. On n'en demandait pas plus. L'économie de la réforme du système partisan, c'est les regroupements. Ils auraient fait ça, ils n'auraient pas fait tout le dilatoire que nous avons connu, qui nous a amené à des moments regrettables. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant qu'ils sont dans le jeu. Mais que ce ne soit pas un alibi, qu'ils soient dans le jeu correctement et complètement. Car, je vais vous dire, l'opposition béninoise aujourd'hui, vous avez la mouvance, qui est plurielle. Nous avons une opposition également plurielle. Il y a ce que j'appelle l'opposition réformatrice, constructive, qui accepte les règles du jeu, les règles de la République. C'est des partis comme FCBE, FCDN et d'autres partis qui ne sont pas... Qui sont... Ça, c'est l'opposition modérée, constructive, qui critique quand il y a critiqué et qui font des propositions pour faire avancer le pays. Ça, c'est ce que j'appelle l'opposition constructive, l'opposition modérée. Ils sont dans les règles du jeu, ils sont sur le champ politique, ils veulent que notre pays avance. Et sans ça, la démocratie serait bancale. Parce qu'il y a la mouvance, il faut une opposition. Mais une opposition constructive, une opposition qui critique et qui donne des solutions alternatives. Ça, c'est le premier pan de l'opposition. Ensuite, il y a ce que j'appelle l'opposition radicale. Et là, il faut une opposition radicale à deux branches. La première branche, c'est ce que vous venez d'évoquer,
les démocrates et le Front pour la restauration de la pour démocratie. la restauration de la... Ça, c'est les conservateurs. Dans cette opposition-là, il y a la branche conservatrice, ceux qui disent qu'il faut revenir à la conférence nationale, à la Constitution du 11 décembre 90 dans sa forme originelle. C'est ça les conservateurs. Ils veulent venir en arrière. Ils ne veulent pas bouger. Ils veulent rester à ça. Or, le Bénin bouge. La démocratie est dynamique. La seconde branche de cette opposition radicale, c'est l'autre front. Il y a une alliance APP. Il y a une alliance de forces et c'est les plus radicaux. Il y a les communistes du Bénin dedans, il y a d'autres, c'est ça. Donc il faut faire. Et vous verrez, je vous ai dit, tout ce qui se passe là, vous verrez, et je l'ai déjà dit une fois, je ne sais pas si c'est ici ou ailleurs, que tout est parti de l'appel de Jeffa. Ça, je vous ai dit ça. L'appel de Jeffa, c'est là, tout ces... La coalition pour la défense de la démocratie. La résistance, c'est là que le mot d'ordre a été donné. Donc, tous ceux qui viennent parler après de révision de constitution, révision des lois électorales, pareil, tout ça là, ça n'existait pas quand il y a eu l'appel de Jeffa, où déjà les résistants appelaient à la radicalité, disaient qu'il faut faire partie le président Talon, et qui sont allés même convoquer une disposition de la Constitution. Donc l'appel de Jeffa, c'est du 14 avril 2018. Il n'y avait encore rien de tout ce qu'on brandit aujourd'hui, quoi africain des droits, de ceci, de rien à l'appel de Jeffa, du 14 avril 2018. Que dit l'article 66? Et vous allez voir que nos frères, nos amis de l'opposition sont toujours en retard, ou alors, je ne sais pas si c'est à dessein, il manque un encadrement politique, juridique, procédural. Et pourtant, ce que j'entends là, c'est de bouche de professeurs, d'avocats, de juristes. Il convoque l'article 66. Que dit l'article 66? C'est depuis l'appel de Jeffa. Et ils ont réitéré ça encore. J'ai écouté sur les ondes. L'article 66 dit ceci. En cas de coup d'État, de putsch, d'agression par des mercenaires ou de coup de force quelconque, tout membre d'un organe constitutionnel a le droit et le devoir de faire appel à tous les moyens pour rétablir la légitimité constitutionnelle, y compris le recours aux accords de coopération militaire ou de défense existants. Dans ces circonstances, pour tout Béninois, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des devoirs. En d'autres termes, le 14 avril 2018. Alors, quelle est la légitimité du président Talon? Il est venu par les îles à plus de 65%. Ce n'est qu'en cas de coup d'état de putsch. Au contraire, c'est eux. Parce que dans cet appel, qu'est-ce qu'ils disent? Ils prônent la désobéissance civile. Ils disent de faire partie Talon. Il n'y avait pas histoire de pareil là. Il n'y avait pas histoire de coup africain de jeu. Il n'y avait rien. Les lois soi-disant, rien. Déjà, le 14 avril 2018, l'opposition est radicale et conservatrice donnait ce mot d'ordre-là. Alors, tout le reste, ce n'est qu'une déclinaison de ce mot d'ordre-là. Ce n'est pas la décision de la Cour africaine. Ce n'est pas la CEDEAO. Ce n'est pas ci, ce n'est pas ça. C'est là l'appel de Jeffa. Toute la stratégie de l'opposition
toute opposition confondue, c'est dans cet appel. Reprenez ça. J'ai d'ailleurs suivi le président de l'Alliance APP. Il reconnaît que c'est lui qui avait managé cette rencontre de Jeffa, mais les anciens présidents ensemble, d'autres forces politiques, etc. C'était la tendance radicale qui l'a emporté à l'appel de Jeffa. Mais c'est tellement en cours de chemin, parce que moi je disais que les modérés qui étaient à Jeffa se sont laissés engluer par les radicaux. Donc, chemin faisant, les modérés ont dû comprendre qu'on ne peut pas prendre les armes pour faire partie talon. Donc, il y a eu cette scission. C'est pour ça que dans l'opposition, il y a l'opposition conservatrice, il y a l'opposition radicale, l'aile, je ne dirais pas gauche de l'opposition, et il y a l'opposition constructive. Donc voilà à quel niveau se joue. Et j'en viens, parce que cette opposition conservatrice recoupée au sein du Front pour restaurer la démocratie, il ne faut pas qu'elle joue à l'hypocrisie. 3 partis qui constituent ce front se sont soumis aux règles de la République parce qu'ils ont eu leur récépissé de reconnaissance. Alors qu'avant d'avoir le récépissé de reconnaissance, dans votre projet de société qui se trouve dans votre dossier administratif, vous avez dû renoncer à la violence pour prendre le pouvoir au Bénin. Alors quand vous faites ça, et que vous ne respectez plus les règles de la République, notamment le parrainage, qui constitue une modalité de sélection des candidats, qui fait partie d'un ensemble de réformes, parce que ne croyez pas, le parrainage sous un autre nom a été imposé aux députés, le parrainage sous un autre nom a été imposé aux maires. Il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi pour la fonction suprême, celle du chef de l'État. C'est les 10%. Quand vous dites que ça a été imposé aux maires, c'est les 10%. On parle des 10%. C'est les 10% que le parti doit avoir pour être éligible, que ce soit les maires, les députés. C'est ça l'équivalent. Ici aussi, c'est les 10% des représentants, des élus qu'on demande aux candidats d'avoir. C'est un tout. On ne peut pas prendre une partie et laisser l'autre. C'est un tout. Donc les gens doivent faire une lecture holistique des réformes. Ça se tient, que ce soit les députés, que ce soit les maires, les élus, que ce soit le président, c'est une réforme globale. On ne peut pas imposer cette exigence de représentativité pour les députés, pour les maires, les conseillers, et pour la fonction suprême, dire non, il faut enlever le parrainage. Donc il ne faut pas qu'ils se cachent sous leur récépissé pour devenir un prédateur de la Constitution, pour devenir un troubleur de l'ordre public. Parce qu'on entend des mots, ah, s'il y a parrainage, je ne vais pas. Voilà. Parlons de parrainage, Maître Abraham Zizokwe. Oui. Vous êtes membre du présidium de l'Union progressiste, lequel parti politique, le week-end passé, a sorti une décision recommandant aux élus de parrainer que les candidats qui sont issus d'une formation politique ou soutenus d'une formation politique véritablement constituée. Est-ce que vous n'êtes pas en train de restreindre un peu l'accès au parrainage au potentiel candidat à la présidentielle? Bon, de mon point de vue, non. Vous savez, il y a des décisions... Puisqu'il y en a des candidats de l'opposition qui n'ont pas de parti politique véritablement constitué, mais qui, quand même... Bon, celui que j'ai reçu, il n'avait pas de parti politique. Je l'ai reçu, évidemment, c'était avant notre bureau politique. Je l'ai reçu, on a échangé. Hein, il a fait les développements qu'il faut. Ce qui s'est passé à Calavi, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire toujours, il y a le droit, il y a la loi, et il y a la motivation politique. J'ai l'habitude de dire, quand une question technique est en jeu, le technicien doit dire ce que dit la loi. Le politique peut respecter la loi, c'est-à-dire en décidant. En décidant, il peut ne pas respecter la loi, mais il l'assume, parce que c'est une décision politique. Qu'est-ce que nous avons dit à Calavi, dans le cadre de la réforme du système partisan? C'est pour donner
plus de visibilité aux partis politiques. En matière de parrainage, la loi ne dit pas ça. La loi, le parrainage est libre. Il est individuel. Ça, c'est la loi. Nous le savons. Et vous verrez dans le même texte... Le parrainage est libre et individuel. Individuel. Dans le même texte, nous avons dit à nos députés, à nos élus, de se comporter aux règles du parrainage tel que le prévoit le code électoral. Ça, c'est la loi, c'est la règle. Mais plus loin, nous avons invité, nous avons recommandé à nos élus, et ça, c'est une orientation politique interne. Et nous avons le droit. Nous voulons privilégier les partis politiques. Nous avons conseillé à nos élus de... Ça ne veut pas dire qu'un élu, un député, c'est un représentant de la nation. Il peut avoir l'orientation de son parti, mais il a sa conscience. Et il y a ce que la loi dit. C'est lui le dernier... Le parti n'a pas mis un bâton derrière le député pour voir si... C'est une orientation. Vous voyez, il y a la loi, ce que dit la loi. Mais il y a ce que le politique recommande. C'est une invite. Nous invitons nos élus à privilégier, à accorder à des candidats soutenus. On n'a pas dit des candidats membres d'un parti politique. Non, soutenus. Vous pouvez être un individu et si vous nous dites, j'ai le soutien. Pourquoi ça? Parce que quand vous êtes seul, ce n'est pas la même chose si un parti politique est derrière vous. Parce que le parti politique a un projet de société. Vous savez, nous, avant de choisir, désigner le président Talon, nous avons eu plusieurs séances de travaux. Nous avons mis notre projet de société, mandature 2021-2026, que nous allons présenter à notre candidat pour qu'il puisse dedans, puisque nous ne sommes pas les seuls à le soutenir. Il y a d'autres partis, il y a d'autres personnalités. C'est ça l'avantage d'avoir un candidat soutenu par une formation politique. C'est ne pas avoir affaire à un messie, à un individu qui ne connaît pas votre pays, qui ne connaît pas, dit je suis candidat, la loi a dit tout le monde peut être candidat. C'est pour mettre un peu un frein à des candidatures fantaisistes. Est-ce que vous donnez l'assurance que les différents candidats de l'opposition auront véritablement le candidat pour ceux qui veulent avoir le parrainage? Ils l'auront, puisque nous l'avons répété, nos députés le disent et le disent. Mais il faut qu'ils soient soutenus par un parti politique. Pour la recommandation que nous, on a faite. Non, à vous comprendre, ça veut dire que les députés peuvent... Ils sont libres de leur conscience. Ils ont une orientation politique de leur parti. Ils ont la loi de la République. Ils sont libres. Si quelqu'un n'est peut-être pas soutenu par un parti en tant que tel, mais dans la profession de foi, parce qu'ils vont présenter ce qu'ils ont. C'est ça le projet dont le projet de société est tel et qui dépasse peut-être même le projet de société d'un parti. Aux députés de discerner, de voir, non, celui-là, et c'est individuel. Il donne. C'est pas, on s'aligne, est-ce qu'on donne à ceci? Non, c'est individuel. Nous, en tant que formation politique, nous devons toujours orienter nos cadres, nos militants. Mais la loi est là. Et je vous ai dit, la loi, c'est la loi. Alors, c'est la loi. Nous tendons progressivement vers la fin de cette émission. Mais je m'en voudrais de vous poser une question par rapport à la vice-présidence. Abraham Zinogwe, Patrice Talon, il est candidat aujourd'hui. Qui serait probablement son vice-président? Oui, avant de vous dire ça, je voudrais, parce que c'est bon d'avoir de mémoire, les opposants qui disent on rejette les lois issues d'un parlement, comment ils appellent ça? Monocolore. Non. Le monocolore, ça, c'est politique. C'est le Parlement qui est juridique. C'est l'Assemblée. Tout ce qu'on ajoute là, c'est politique. Je le dis pourquoi? Parce que, n'oublions pas, n'ayons pas la mémoire courte. La première législature de notre pays, quand on sortait de la conférence nationale, mais tous les députés étaient derrière le premier président élu de l'aide du renouveau démocratique. Tous les premiers textes, les règlements, c'est tout ça là. Si on raisonne comme les gens d'aujourd'hui, on va dire c'est un parlement monocolore. Puisque tous les députés sont derrière.
vous pouvez partir de différents horizons pour les élections. Mais quand vous entrez à l'Assemblée, chaque groupe se forme. Vous allez dire, je soutiens celui qui est là, je l'accompagne, je ne l'accompagne pas. Et aucun texte de loi n'interdit à un député de soutenir. D'abord, quand on vient, le chef, le nouveau, il cherche à avoir le soutien de tous les députés pour faire passer son projet de société. C'est ce qui s'est passé à la première mandature de l'ère du renouveau. Les 64 députés étaient derrière le président élu, le président. Donc c'était, si aujourd'hui on parle de monocolore, donc la législature la plus huppée, la plus vantée, la meilleure d'autres, c'était une législature alors monocolore. Donc il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Venons-en à la vice-présidence. La vice-présidence, comme vous le dites, c'est un duo qui va cette fois-ci. Tous les partis, en tout cas en ce qui nous concerne, nous avons désigné, nous avons choisi le président Talon. Nous avons reçu mandat de nos structures de base. Vous avez vu à Calavi, les députés, les maires de différentes régions, de différents départements. Unanimement, ils nous ont dit président Talon, sans réserve. Mais si on faisait ce débat de vice-président, ce dont les gens sont sûrs après la visite de terrain du président Talon, c'est ce qu'il a fait. Là-dessus, le choix, mais sur la vice-présidente, si nous nous mettions chacun, et les partis qui le soutenaient, chacun choisit ça, l'autre choisit ça, l'autre choisit ça, ça ferait cacophonie. Quand vous faites une action, il y a toujours une logique dedans. Moi, le Bénin choisit un vice-président Is, BN choisit un vice-président B, UP choisit, UDBN. Mais vous voyez ce que ça fait? Ça embêterait même. Ça veut dire que vous allez travailler en synergie. Ça veut dire qu'il faut travailler en synergie, trouver la meilleure procédure pour que le colistier soit quelqu'un compatible avec le candidat. Et ça, des concertations sont en cours depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Donc, d'ici à là, vous serez libérés. Comme le peuple a été libéré quand le président a dit « je suis candidat, je continue le job », tout le monde a été libéré. Vous serez également libérés pour la vice-présidence. Vous savez, en matière de choix, il n'y a pas il n'y aura aucun choix qui sera à 100%, non. C'est pour ça qu'il y a... En tant que juriste, vous qui quand même savez bien lire et interpréter les textes de loi, lorsqu'on voit un peu la conception actuelle de la vice-présidence, est-ce que ça mérite véritablement tant de convoitise? Ah si, mais c'est un potentiel président de la République. C'est un potentiel président de la République, c'est clair. Quand le président a un empêchement, c'est lui qui prend les rênes du pays. Donc il ne faut pas que ce soit n'importe qui. Il faut que, de mon point de vue, un professionnel... Bon, ici, notre histoire a montré que le duo exécutif, ça n'a jamais bien marché. L'adjoint cherche à prendre la place. On a vu tous nos anciens régimes. C'est pour ça qu'on est passé à un régime présidentiel avec un seul. Maintenant, on est venu, compte tenu des réformes que nous avons faites, de l'élection générale, qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement au niveau des dates, que le mandat commencé puisse aller à terme, on a introduit la vice-présidente. En cas d'empêchement du président, la vice-présidente. Donc, il ne faut pas prendre n'importe qui. Celui-là que vous choisissez, c'est qu'il est à même de devenir président de la République. Finir le mandat du président en cas de truc. Mais, pour qu'il ne gêne pas le mandat, il a un poste discret. Vice-chancelier, c'est discret. Il n'a aucune fonction dans l'exécutif. Il peut aller rendre faire quelques représentations si le président l'envoie. Donc, vous voyez, c'est un poste vraiment discret. Il faut soit quelqu'un efficace mais effacé. Ah, je suis vice-président, j'ai droit à ceci. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, vous voyez, c'est un peu délicat, mais c'est les institutions. Il faut s'y plier et nous en sommes là. Nous en sommes là. Alors, Maître Abraham Zizou, on a fini. Je vous poserai la question de savoir qu'est-ce qui vous rend si admiratif de la démarche de Patrice Talon?
Vous voyez, je l'ai déjà dit. Est-ce la rigueur? Est-ce je vais vous dire, l'engagement? je vais vous dire, moi je suis un politique, je suis un très politique. J'ai connu quasiment tous les chefs d'État que nous avons eus de l'indépendance à ce jour. Depuis mon jeune âge, j'ai vu tout le monde. On ne peut pas leur jeter la pierre. Chacun d'eux a fait ce qu'il a pu compte tenu du contexte dans lequel se trouve. Nous étions très rudes pour nos premiers. On dit, oh, c'est des néocoloniaux. C'est pas vrai. Quand vous faites une lecture, c'est des gens, il faut les prendre au moment où on allait à l'indépendance. Quel était leur niveau? Quels étaient les cadres les plus... Mais c'était les instituteurs. Les médecins qu'on formait à Dakar, etc. Donc, leur niveau de connaissance, il faut voir. Et ils ont appris ça où? Auprès du maître colon. Donc, nous devons être tolérants pour cela. Mais, au fur et à mesure, 60 ans après, quand on fait le bilan des 54, on a vu tout ce qu'on a vécu ici, dans ce pays. On est venu, il y a eu le Bénin malade, le Bénin révolutionnaire, l'enfant malade de l'Afrique, maintenant le Bénin du renouveau, tout ça. Et quand on arrive à l'époque de Talon, on sent qu'il y a une rupture dans la démarche, comme vous l'avez dit, dans la rigueur. Tout le monde a dit, parce que le mal de l'Afrique, il est le même partout. La corruption, l'impunité, dans tous les pays africains, même dans le monde. Tout le monde a crié, on va rendre gorge. On a fait marche contre la corruption. Les gens ont dit, mais ils n'ont pas fait. La différence avec le président Talon, il dit peu et il fait beaucoup. Il agit. La différence, c'est la rigueur. Il parle de lutter contre l'impunité. L'impunité est zéro. Au début, les gens disent, oh, c'est sélectif, oh, c'est cela. Il n'a jamais pris un dessin, tout ça. Si on leur pose la question aujourd'hui, ceux-là, est-ce qu'ils peuvent encore dire la même chose? S'il n'y a pas des proches de Talon qui sont en prison aujourd'hui, c'est toute la différence. Sa rigueur, sa méthode, il s'embarrasse peu d'idéologie. C'est un pragmatique. Il veut des résultats. C'est la différence. Nous, les politiques, nous sommes beaucoup plus idéologues, plus idéalistes. Lui, il veut des résultats concrets. L'eau, c'est concret. Les routes, c'est concret. L'électricité, c'est du concret. Ce n'est pas un discours sur l'eau. Ce n'est pas un discours sur l'électricité. Ce n'est pas un discours sur ceci, cela. Ce n'est pas un chapelet qu'on égrène. Ceux qui ont profession de foi, si je suis président, je vais faire ci, je vais... C'est pas ça. Il le fait. Et en 4 ans, ce qu'on a vu, ça a épaté. C'est la différence. Ce n'est pas qu'il est... Non, ce n'est pas qu'on le compare aux autres. C'est les œuvres, ces actions qu'on voit. Son équipe, comment? Il tient son équipe. Les autres, là, on veut faire du populisme. Dès qu'il y a un petit chantage, on se soumet. Et au lieu de faire avancer pour que le peuple ait les intérêts, on préfère la nomenclature, là, les politiciens. J'ai l'habitude de dire, le Béninois, les intellectuels, nous, c'est la lutte pour les places, que ce soit nominative, que ce soit élective. Si c'est ça, tu vois les place. On lutte pour ça. D'autres ont fait la lutte des classes ailleurs. Au Bénin, on fait la lutte des places. C'est dommage qu'on voit le pays au-dessus. Nous, on a écouté nos candidats, nos candidats à la vice-présidence. On les a écoutés, mais quand vous lisez les gens, vous voyez où en sont les gens. On a encore du travail à faire. Les gens tous ne mettent pas le pays au-dessus. Chacun, c'est son truc individuel, c'est son truc familial, c'est son truc clanique, c'est sa tribu, c'est sa région, c'est ça. On a de l'effort à faire pour que chacun de nous puissions mettre le Bénin au-dessus de nos intérêts partisans, au-dessus de nos intérêts claniques, au-dessus de nos intérêts personnels. L'idéologie tribaliste, à bas. Alors, dernière question, nous sommes à la fin de cette émission, j'ai oublié de vous poser une question. Est-ce que, lorsque vous dites que le parrainage est individuel, chaque député est libre devant sa conscience, est-ce qu'un candidat, lorsqu'il veut avoir le parrainage et qu'il est en difficulté, peut-être il a 10, il a 11, et qu'il lui demande peut-être 5 pour avoir les 16, est-ce qu'il peut se rapprocher du parti politique pour que le parti politique l'aide à trouver des parrainages? Si c'est un candidat soutenu par un parti politique comme vous l'avez recommandé.
Oui, mais en tout cas, nous... C'est le jeu politique. C'est ça, on a laissé, respectons la loi, respectons ce que la loi a dit, et ce sera bien. Ce qui est sûr, je vous ai dit que j'ai reçu des gens pour le prêt. Donc, beaucoup de nos élus reçoivent, et je crois qu'il faut laisser le jeu libre, la démocratie s'éclore. Nous, les gens parlent de, comment ils disent, restaurer la démocratie. Non, nous, on ne veut pas revenir à ce qui a été fait 30 ans. Nous voulons renouveler la démocratie. Renouveler. C'est différent de restaurer l'existant. Nous, on n'est pas des passéistes. Nous sommes des progressistes. Nous voulons renouveler. Et le renouvellement de la démocratie, c'est quoi? Ce n'est pas que l'état de droit, ce n'est pas que les libertés, ce n'est pas que la démocratie, c'est également la bonne gouvernance. Et c'est ça qui manquait depuis et qu'on tâtonnait. Président Talon, il a été clair. Il faut ajouter à la démocratie, aux libertés, la bonne gouvernance. Il faut frapper. L'argent du contribuable, il faut qu'il serve au maximum des Béninois. Il faut qu'il serve à nos enfants qui sont à l'école. Cette cantine qu'on leur donne, il faut qu'il serve aux paysans, les routes, pour écouler ces produits. C'est ça la bonne gouvernance. Et quand quelqu'un s'amuse avec l'argent de l'État, il ne faut pas dire c'est mon partisan, c'est mon frère, il faut frapper. Ce n'est que comme ça que le Bénin va monter et va, n'est-ce pas, accomplir l'attente de ces populations les plus démunies. Merci à vous, Maître Abraham Zizidokwe, chers amis internautes. On retiendra ce dimanche que notre invité a insisté sur le fait que la promesse de mandat unique qui a été effectuée par le président Patrice Talon n'a été confirmée que dans le discours d'investiture et ne figure nulle part dans le serment prêté le 6 avril 2016. Il a fait la différence au cours de cette émission entre le serment et le discours d'investiture. Pour lui, la parole du président Patrice Talon n'est pas au-dessus de la parole du peuple, car le peuple constitutionnellement est souverain. Il a exposé le bien fondé du mandat unique. Au cours de cette émission, il a parlé de l'animation de la vie politique. Il se réjouit de la création de partis politiques conformément aux lois de la République. La légitimité est une question de subjectivité. La légalité est pérenne, a laissé entendre Maître Abraham Zizidokwe au cours de cette émission. Il a fait la différence entre l'opposition constructive, modérée et l'opposition radicale et conservatrice. Il a effectué un décryptage des propos tenus par l'opposition radicale et conservatrice. Il invite le Front pour la restauration de la démocratie à ne pas faire de l'hypocrisie. Il les invite à regarder ce que fait le président Patrice Talon pour faire progresser davantage la démocratie béninoise et d'éviter de faire reculer la dite démocratie. Il a rappelé que le parrainage est libre et individuel. Il a parlé de l'orientation politique de l'Union progressiste à ses élus dans le cadre du parrainage au potentiel candidat à la présidentielle d'avril 2021. Il a fait évoquer au cours de cette émission, lorsque les commentaires disent que le Parlement actuel est monocolore, il a fait savoir que le Parlement est juridique et monocolore est politique. Et il a rappelé que la première législature était monocolore, les 64 députés étaient acquis à la cause du chef de l'État d'alors. Il a évoqué également que le vice-président est un potentiel président de la République. Il ne faut pas que ce soit n'importe qui. Patrice Talon ne s'embarrasse pas d'idéologie, il est pragmatique, c'est ce qui séduit Maître Abraham Zizidokwe dans la démarche du chef de l'État Patrice Talon. Ce qu'il a fait a épaté, a martelé notre invité. Il a déploré qu'au Bénin, on fait la lutte des places, électives et nominatives. Pour lui, il a rappelé que la démocratie rime avec liberté et bonne gouvernance. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Tout à fait. Merci à vous, Maître Abraham Zizidokwe. Je rappelle que vous êtes juriste de formation, membre du présidium du parti politique Union Progressiste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le sacrifice malgré l'agenda très chargé. C'est moi. Merci à vous, chers amis internautes. On se retrouve demain lundi pour Free Matin. Portez-vous bien. Excellent dimanche à toutes et à tous.